Je suis Marcel, 74 ans, infirmier à la retraite qui a vu la mort de près. Il pense que je suis un vieux meuble inutile, mais il a oublié qui signe l'acte de propriété de cet appartement. J'ai toujours pensé que la vieillesse serait comme ces journées calmes de garde à l'infirmerie, quand tous les patients dorment et qu'on n'entend que le bruit de l'horloge au mur. J'ai travaillé 40 ans dans un hôpital public, j'ai fait des doubles gardes, j'ai manqué des fêtes de famille, j'ai perdu le sommeil, j'ai perdu ma jeunesse. Tout ça pour garantir que mon fils unique, Thomas, ait ce que je n'ai pas eu. Et au final, pour avoir mon coin à moi, j'ai acheté cet appartement avec vue sur la Seine, brique par brique, avec l'argent durement gagné de quelqu'un qui a nettoyé beaucoup de plaies et tenu beaucoup de mains glacées à l'heure du départ. La vue du balcon est magnifique. On peut voir le fleuve et sentir la brise qui entre par la fenêtre. Mais dernièrement, l'air à l'intérieur de la maison est devenu lourd, irrespirable. Ça fait 3 ans que Thomas vit ici avec moi. Au début, quand son entreprise de consulting a fait faillite, j'ai fait ce que n'importe quel père ferait. J'ai ouvert les portes de ma maison. C'est juste pour quelques mois, papa, m'a-t-il dit avec ce sourire qui aujourd'hui me donne la nausée. Les mois sont devenus des années et l'invité est devenu le maître des lieux, du moins dans sa tête. Je suis devenu une ombre dans mon propre appartement. J'évite d'être dans le salon quand il regarde le football. J'évite de cuisiner quand il a faim, parce qu'il se plaint de l'odeur de l'ail. Je me suis diminué pour tenir dans leur vie, pensant que j'aidais mon fils. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, la chaleur était insupportable, cette moiteur qui fait osciller la tension. Nous étions dans le salon, moi assis dans mon fauteuil de lecture, celui beige que j'ai depuis avant le déménagement, et lui sur le canapé neuf que j'ai payé en 12 mensualités, parce que Thomas disait que l'ancien lui donnait mal au dos. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à Les Conseils de Papy et activez la cloche pour ne rien manquer. Mettez un like et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous regardez. La télévision était allumée à un volume élevé, diffusant un de ses programmes bruyants. J'ai senti ma bouche se coller, cet avertissement du corps que l'hydratation est basse. Mes jambes étaient lourdes, les rhumatismes attaqués à cause du changement de temps qui s'annonçait à l'horizon. La bouteille d'eau était sur la table basse, juste devant Thomas. Il avait les pieds posés sur la table, détendu, le portable à la main. « Thomas, mon fils », l'ai-je appelé d'une voix un peu rauque, « tu peux me passer l'eau, s'il te plaît ?» Ma jambe s'était bloquée un peu, c'était une demande simple, une demande qu'on ferait même à un inconnu dans la rue. Une demande à laquelle j'ai répondu des milliers de fois pour des patients qui ne connaissaient même pas mon nom. Le silence qui a suivi n'a duré que 2 secondes, mais a semblé une éternité. Il n'a pas levé les yeux de son portable immédiatement. Il a d'abord poussé un long soupir audible, ce soupir de quelqu'un qui est dérangé par une mouche. Puis il a baissé l'appareil lentement et m'a regardé. Il n'y avait pas d'affection, ni de respect, ni même de pitié dans ce regard. Il n'y avait que du mépris. « Lève-toi et prends-la toi-même, vieux inutile !» Le cri a explosé dans le salon, faisant trembler le lustre. Ici, c'est pas un hôtel. J'arrive fatigué de chercher du travail toute la journée et je dois servir monsieur. Le choc a été physique. J'ai senti comme si j'avais reçu une gifle au visage. L'air m'a vraiment manqué cette fois. J'ai regardé mon fils, cherchant dans ses yeux un regret, une excuse, cherchant le Thomas que j'avais élevé pour être fort, pour être juste. Mais Thomas a simplement détourné le regard, fixant son écran comme si de rien n'était. « Thomas », ai-je murmuré, incrédule, « papa, prends l'eau, vas-y, ça coûte rien », a-t-il murmuré sans lever les yeux, la voix disparaissant dans sa gorge. Cela a fait plus mal que l'insulte elle-même. Le cri était la grossièreté d'un homme petit. Le silence était la trahison d'un amour de toute une vie. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. L'infirmier Marcel, qui savait agir dans les urgences, a pris le commandement. Quand un patient fait un arrêt cardiaque, on ne pleure pas, on ne crie pas, on agit. Les sentiments viennent après. L'action doit être froide et précise. J'ai avalé les larmes qui voulaient monter. J'ai respiré profondément, contrôlant le tremblement de mes mains. J'ai appuyé mes mains sur les accoudoirs du fauteuil et j'ai fait un effort. Mes articulations ont craqué.
La douleur au genou est venue aiguë, mais je me suis levé. Je n'ai pas regardé Thomas. J'ai marché lentement jusqu'à la table basse. Thomas est retourné regarder son portable avec un sourire en coin, satisfait de sa petite victoire de tyran domestique. J'ai pris la carafe. Ma main tremblait, mais je n'ai pas renversé une goutte. J'ai servi le verre. Je l'ai bu là, debout, sentant l'eau descendre glacée, éteignant le feu de la honte, mais allumant une flamme bien plus dangereuse dans mon estomac, la flamme de la justice. J'ai posé le verre sur la table avec douceur. Je n'ai pas claqué de porte, je n'ai pas crié en retour. « Bonne nuit », ai-je dit simplement. Ma voix est sortie ferme, métallique. J'ai tourné le dos et j'ai marché dans le couloir. J'ai entendu Thomas rire doucement et commenter quelque chose comme « Faut le dresser ». Je suis entré dans ma chambre et j'ai fermé la porte. J'ai tourné la clé. C'était le premier acte de rébellion. Je ne fermais jamais la porte à clé au cas où Thomas aurait besoin de quelque chose. Mais aujourd'hui, Thomas ne méritait pas d'entrer. Je me suis assis au bord de mon lit, ce lit king size que j'ai acheté avec l'argent de mon indemnité de départ, pensant que j'aurais un repos digne. La chambre était dans la pénombre, éclairée seulement par la lumière jaune des réverbères de la rue. J'ai regardé l'armoire en bois massif. Là-haut, sur la dernière étagère, cachée derrière les couvertures d'hiver qu'on n'utilise presque jamais à Paris, il y avait une vieille boîte à chaussures, doublée de papier cadeau décoloré. Ils pensent que je suis un vieil inutile. Thomas pense que je suis un poids mort qu'il doit tolérer pour avoir où vivre gratuitement. Il a oublié que j'ai géré des chirurgiens arrogants toute ma vie. Il a oublié que j'ai administré des ailes entières d'hôpital avec un manque de ressources et un excès de malades. Je sais faire le tri. Je sais identifier ce qui peut être guéri et ce qui doit être amputé pour que le corps survive. Et cette situation est une gangrène. Je me suis levé, ignorant la douleur au genou. J'ai pris le tabouret, je suis monté avec précaution et j'ai attrapé la boîte. Je l'ai posée sur le lit. J'ai ouvert le couvercle. L'odeur de papier rangé est montée. Là, ils étaient mes trésors de papier, l'assurance, le testament que je n'avais pas encore fait enregistrer chez le notaire, Dieu merci, et le principal, l'acte notarié d'achat et de vente du bien immobilier, enregistré, bien propre, avec mon nom complet, Marcel Dubois, unique propriétaire, avec usufruit viager et absolu. J'ai passé ma main sur le papier texturé. « Vieux inutile », m'a-t-il dit. « Ici, c'est pas un hôtel », m'a-t-il dit. Il avait raison sur une chose. Ici, ce n'est pas un hôtel. Un hôtel a un service en chambre. Il y a une femme de chambre. Il y a des gens pour servir. Ici, c'est ma maison. Et dans ma maison, c'est moi qui dicte les règles. S'il veut un traitement d'hôtel, il devra payer la nuitée ou il devra faire son check-out. J'ai regardé l'horloge à aiguille sur la table de nuit. 2 heures du matin. La maison était en silence. Il devait déjà dormir, probablement avec la climatisation que je paie sur la facture d'électricité à la fin du mois. J'ai pris mon portable, ce modèle simple avec de grandes lettres que Thomas a acheté en disant que c'était pour les personnes âgées, comme si je n'avais pas la capacité d'utiliser un smartphone moderne. J'ai cherché dans le répertoire, je n'ai pas eu besoin de chercher beaucoup. Le nom était enregistré comme Me Leclerc, avocat. Me Leclerc n'était pas n'importe quel avocat. C'était le mari d'une collègue infirmière déjà décédée, Jacqueline. Il m'avait aidé avec les papiers de la retraite et m'avait toujours dit « Marcel, si un jour tu as besoin de quelque chose de plus sérieux, appelle-moi. J'ai une dette de gratitude envers toi pour avoir pris soin de Jacqueline jusqu'à la fin. » J'ai hésité une seconde. C'était l'aube, mais l'urgence que je ressentais ne pouvait pas attendre le lever du soleil. La colère était un carburant que je ne pouvais pas laisser s'évaporer. J'ai appuyé sur le bouton vert. Ça a sonné 1, 2, 3 fois. « Allô ?» La voix de l'autre côté était endormie, enrouée. « Qui parle à cette heure ?»« Maître Leclerc, pardonnez-moi l'heure. C'est Marcel. » J'ai entendu le bruit des draps bouger et sa voix a immédiatement changé, devenant alerte. « Monsieur Dubois, il s'est passé quelque chose. C'est la santé. Vous avez besoin d'une ambulance ?»« Non, maître. Ma santé va bien.
dans la mesure du possible. Le problème est un autre type de maladie. J'ai respiré profondément, sentant le pouvoir de ces mots qui étaient coincés dans ma gorge depuis 3 ans. J'ai besoin que vous m'aidiez à récupérer mon bien immobilier. L'appartement où vous habitez, il a demandé confus. Mais vous n'habitez pas avec votre fils? Si, maître, et c'est exactement ça le problème. J'ai regardé la porte fermée à clé de ma chambre et j'ai imaginé Thomas dormant, ronflant, pensant que demain serait un jour de plus où il se réveillerait à midi pour manger la nourriture que j'avais achetée. Je les veux dehors. Je veux une ordonnance d'expulsion ou une réintégration de possession ou le nom que la loi donne pour mettre un ingrat à la rue, et je veux commencer ça maintenant. Il y a eu un bref silence de l'autre côté de la ligne, suivi d'un son qui ressemblait à quelqu'un prenant ses lunettes et allumant une lampe de chevet. « Monsieur Dubois, vous êtes sûr? Ça va causer une guerre familiale. » « La guerre a déjà commencé, maître. Ils ne savent juste pas que j'ai les munitions. » J'ai serré le document contre ma poitrine. « Vieux inutiles, c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui. Demain, ils vont découvrir exactement à quel point ce vieux peut être utile pour donner une leçon de vie. » Compris. La voix de l'avocat était maintenant professionnelle, affûtée. « Soyez à mon cabinet à 9 heures du matin. Apportez l'acte de propriété et vos documents. Nous allons préparer une mise en demeure pour commencer. Ils vont avoir un choc. » « Un choc, c'est peu, maître, » ai-je répondu, sentant un sourire froid se former sur mes lèvres pour la première fois de cette nuit. « Je veux qu'ils sentent le sol trembler. » J'ai raccroché le téléphone. Je me suis allongé sur le lit, mais pas pour dormir. Je suis resté à regarder le plafond, écoutant le son distant de la scène. La tristesse face à l'attitude de Thomas était toujours là. Une douleur sourde dans la poitrine, mais maintenant elle partageait l'espace avec une détermination de fer. Ils ont pensé que j'allais pleurer dans l'oreiller et oublier le lendemain. Ils ont pensé que le vieux inutile allait accepter le rôle de victime sans défense. Ils ne savent pas que l'infirmier Marcel vient de prendre son service et que le premier ordre du jour est de nettoyer l'infection qui s'est emparée de ma maison. Le soleil se lèverait dans quelques heures et avec lui une nouvelle ère dans cet appartement. L'horloge biologique de celui qui a passé sa vie à se réveiller avant le soleil ne se trompe pas, même après une nuit d'insomnie et de fureur. Il était 5 heures du matin quand j'ai ouvert les yeux. La maison était plongée dans ce silence lourd qui n'existe que là où vivent des gens à la conscience tranquille ou, dans le cas de mon invité indésirable, à la conscience endormie par la paresse. Je me suis levé sans faire de bruit, une vieille habitude de ne pas réveiller les patients, et je suis allé au salon. Le décor était le même que la nuit précédente, figé dans le temps comme une scène de crime. Le verre que j'avais utilisé était toujours sur la table, les marques des pieds de Thomas sur mon meuble de salon, les coussins jetés par terre. Mais ce qui a attiré mon attention n'était pas le désordre, c'était ce qu'il représentait. J'ai commencé à faire une ronde silencieuse dans la maison, non pas comme le grand-père gentil qui range tout, mais comme un expert évaluant les dégâts. Je suis allé à la cuisine. L'évier débordait de vaisselle sale du dîner qu'il avait commandé. Pizza payée avec la carte supplémentaire que j'avais bêtement donnée à Thomas pour les urgences. J'ai ouvert le réfrigérateur. Le fromage comté que j'avais acheté avant-hier avait disparu. Le jambon aussi. Il y avait des bouteilles de bière importées que je ne bois pas et des pots de glace chers. J'ai pris les factures qui traînaient sur le micro-ondes, celles qui arrivent par la poste et qu'il ignore. Facture d'électricité, tarif heure pleine, montant exorbitant. Bien sûr, la climatisation reste allumée même quand il n'y a personne dans la chambre. Facture Internet, le forfait le plus cher, avec des chaînes de films que je ne regarde jamais. Je me suis assis à la table de la cuisine, avec la calculatrice et un stylo. J'ai commencé à additionner. Ce n'était pas seulement une question de manque d'éducation ou d'un fils grossier, c'était un saignement financier constant. Je subvenais aux besoins d'un adulte en bonne santé qui me traitait comme un fardeau. À chaque chiffre que j'additionnais, le vieux inutile laissait place à un gestionnaire financier indigné. Ce « lève-toi et prends-la toi-même » avait coûté beaucoup plus cher qu'il ne l'imaginait.
J'ai pris mon café noir, fort et sans sucre. J'ai mis mon plus beau costume de sortie, un ensemble en lin bleu marine qui impose le respect, et j'ai pris le dossier avec les documents et un article très spécial que je gardais sous clé. Mon carnet à couverture rigide noire. Je suis sorti de la maison avant que lui n'ait la décence de se réveiller. Le cabinet de Leclerc se trouvait dans le centre, dans un vieil immeuble, avec un ascenseur ancien, de ceux où il faut tirer la grille. Je suis arrivé ponctuellement à 9 heures. La secrétaire m'a offert de l'eau et j'ai accepté, souriant intérieurement de l'ironie. Là, j'étais traité comme une personne. Quand je suis entré dans le bureau, Leclerc s'est levé pour me saluer. C'est un homme de mon âge, cheveux blancs bien peignés, et ce regard sagace de quelqu'un qui a déjà vu beaucoup de querelles d'héritage. « Monsieur Dubois, vous avez une mine splendide pour quelqu'un qui m'a appelé à l'aube pour demander la guerre, » a-t-il dit en indiquant la chaise. « La colère rajeunit, maître, » ai-je répondu, posant le lourd dossier sur le bureau en acajou. « J'ai apporté l'acte de propriété comme vous l'avez demandé et j'ai apporté quelque chose de plus. » J'ai ouvert le dossier et j'ai d'abord sorti l'acte de propriété. Le papier jauni confirmait ce que je savais déjà. Le bien était à moi, mais le véritable atout est venu après. J'ai posé le carnet noir sur le bureau. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé en ajustant ses lunettes. « Ça, maître, c'est le dossier médical de l'infection, » ai-je expliqué en l'ouvrant à la page marquée. « Je suis infirmier, Leclerc. On apprend à tout noter. Heure de la médication, changement de température, fluide. Quand il est venu vivre chez moi, j'ai commencé à noter aussi. L'avocat a tiré le carnet et a commencé à lire. Ses yeux se sont écarquillés. Là était enregistré chaque centime sorti de ma retraite pour financer la vie facile de Thomas pendant les 3 dernières années. 12 avril. Paiement de la mensualité de la voiture de Thomas, 250 €. 15 avril, courses au supermarché, incluant des articles superflus demandés par lui, 120 €. 20 avril, réparation du portable de Thomas qu'il a cassé, 80 €. Il a lu à voix haute, secouant la tête. « Monsieur Dubois, c'est une fortune. Vous avez des reçus ?» J'ai tout agrafé aux pages suivantes. Relevé bancaire, ticket de caisse. Ils pensent que je suis gâteux, que je ne remarque pas l'argent qui sort. Ils pensent que la retraite d'infirmier, c'est de l'herbe. Ça change la figure, a dit l'avocat en fermant le carnet avec un bruit sourd. Ce n'est pas seulement une récupération de biens immobiliers. On peut argumenter une ingratitude grave pour révoquer toute donation que vous auriez faite et utiliser ça pour prouver qu'il a les moyens de survivre, mais qu'il a choisi de vous parasiter. Ça démontre toute thèse de vulnérabilité qu'il pourrait essayer d'alléguer pour ne pas sortir. C'est à ce moment-là que j'ai révélé ma deuxième ressource cachée, celle que même Thomas ne connaissait pas. Il y a encore une chose, maître. Je me suis penché en avant. Il pense que je ne vis que de ma retraite de la sécurité sociale. Mais quand j'ai vendu ma maison dans le Limousin pour venir ici, il m'est resté de l'argent et j'ai investi. J'ai un placement dans une banque en ligne que mon neveu, qui habite à Londres, m'a appris à utiliser. Les intérêts tombent tous les mois et je n'y ai jamais touché. J'ai laissé accumuler pour ma vieillesse, pour payer des aides soignants si j'en avais besoin. Leclerc a souri, un sourire large et sincère. « Alors vous ne dépendez financièrement de lui en rien, même pas pour acheter une baguette ? Maître, je pourrais acheter la boulangerie si je voulais. Je me suis fait passer pour pauvre et dépendant émotionnellement parce que je voulais la compagnie de mon fils. Je pensais que si je payais les factures, il resterait près de moi par amour. » Ma voix affaiblit une seconde, la seule faiblesse que je me suis permise. Mais j'ai découvert que louer de l'affection est la chose la plus chère qui existe et que le contrat n'est jamais renouvelé. Pendant que l'avocat préparait la mise en demeure de libération des lieux, lui donnant 30 jours pour partir, je regardais par la fenêtre du cabinet. Je voyais les gens marcher en bas, pressés. Combien de ces hommes aux cheveux gris ne passaient-ils pas par la même chose ? Invisibles, sous-estimés, traités comme de vieux meubles, qui doivent de la gratitude pour ne pas être jetés dans une benne. N'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy si vous appréciez mon histoire.
Activez les notifications et dites-moi dans les commentaires si vous ou quelqu'un que vous connaissez a déjà vécu une situation similaire. J'ai passé ma vie entière à prendre soin des patients, à prendre soin de la maison, à prendre soin de Thomas. La société nous apprend que l'homme âgé doit être doux, passif, le grand-père qui fait des gâteaux et sourit quand les petits-enfants ou les fils mettent le salon en désordre. C'est l'âge, disent-ils. Il est devenu grincheux, parle-t-il quand on se plaint. J'ai accepté ce rôle par peur de la solitude. J'ai laissé Thomas crier, je l'ai laissé se moquer de mes documentaires, je l'ai laissé manger la viande de première qualité et me laisser le poulet. Je me suis annulé pensant que c'était de l'amour paternel. Quelle erreur grotesque! L'amour n'est pas un paillasson. L'amour qui exige l'humiliation n'est pas de l'amour, c'est de la captivité. J'ai regardé mes mains reposant sur mes genoux, des mains qui ont déjà tenu des bistouris, qui ont déjà fait des massages cardiaques, qui ont déjà fermé les yeux des morts et accueilli des bébés glissants. Ces mains ont de la force. Elles ne servent pas seulement à tenir un verre d'eau tremblant. Elles servent à signer des expulsions. Elles servent à fermer des portes à clé. Elles servent à montrer la sortie. « C'est prêt ?» a dit Leclerc, en me tendant une enveloppe Kraft épaisse. « Ça sera délivré par un huissier demain, mais vous pouvez déjà préparer le terrain. »« Préparer le terrain ?» ai-je demandé en rangeant l'enveloppe dans mon sac. « Oui, couper les privilèges, montrer que la source s'est tarie. Leur réaction sera la preuve finale dont nous aurons besoin au cas où ils décident de se battre en justice. » Je suis sorti du cabinet en me sentant 5 centimètres plus grand. Le soleil de midi tapait fort sur l'asphalte, mais je ne sentais pas la chaleur. Je sentais la froideur calculatrice de quelqu'un qui a un plan. Je suis arrivé à la maison vers 13 heures. En ouvrant la porte, l'odeur de café réchauffé a envahi mes narines. Thomas était dans le salon, affalé sur le canapé, encore en pyjama, avec la télécommande à la main. Il n'a même pas tourné la tête quand je suis entré. « T'as mis du temps, hein, papa ?» a-t-il lâché sans quitter la télé des yeux. « Le frigo est vide. Y a pas de déjeuner aujourd'hui. » Je me suis arrêté au milieu du salon. J'ai regardé cet homme de 35 ans, en bonne santé, fort, qui refusait de travailler dans quoi que ce soit qui ne soit pas à son niveau, tout en exigeant de la nourriture d'un homme de 74 ans. L'image externe était claire. Un monsieur âgé avec un sac et des chaussures basses, debout devant un homme jeune et dominateur. Mais la réalité interne était l'opposé. Il voyait un serviteur. Je voyais un parasite sur le point de recevoir la dose massive d'antibiotiques. « Je ne suis pas allé au marché », ai-je répondu. Ma voix est sortie calme, sans le tremblement de la nuit précédente. Il m'a finalement regardé, fronçant les sourcils, confus par l'absence d'excuses. « Et on va manger quoi ?»« Je ne sais pas ce qu'on va manger, » ai-je dit en marchant vers ma chambre. « Moi, j'ai déjeuné dehors. »« Comment ça ?» Il s'est assis, l'irritation grandissant. « Et moi, j'arrive le soir crevé de faim. » Je me suis arrêté avec la main sur la poignée de ma porte. Je me suis retourné lentement. « Tu as 2 jambes, 2 bras et une santé parfaite, Thomas. Je crois que tu es capable d'aller jusqu'à la boulangerie, ou peut-être de te lever et de prendre toi-même ta nourriture. Après tout, ici, ce n'est pas un hôtel. » J'ai utilisé ses propres mots, le même ton. J'ai vu son visage devenir rouge, sa bouche s'ouvrir et se fermer sans son. Il ne s'attendait pas au ricochet. Il était habitué à frapper un chien mort, pas à voir le chien montrer les dents. Je suis entré dans ma chambre et j'ai de nouveau fermé la porte à clé. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis assis dans mon fauteuil. L'enveloppe Kraft était sur le lit, pulsant comme un cœur vivant. Le premier pas était fait. Maintenant, je devais tracer la stratégie des prochains jours. Ça ne servait à rien de juste remettre le papier. Il allait le déchirer, crier, faire du chantage émotionnel. Thomas viendrait en pleurant, disant que j'étais cruel, qu'il traversait une phase difficile depuis 3 ans. Je devais être chirurgical. J'ai pris mon portable et j'ai ouvert l'application de la banque. J'ai annulé les cartes supplémentaires. Ensuite, j'ai appelé l'opérateur de TV, câble et Internet. « Oui, monsieur », a répondu la jeune femme.
Je voudrais faire une modification de mon forfait. Je veux annuler les chaînes de sport et de films et je veux changer le mot de passe du Wi-Fi. Vous avez des problèmes techniques? Non, ma chère. J'ai des problèmes de nuisibles dans la résidence et je dois couper leur alimentation. Pendant que l'opératrice faisait les modifications, j'ai entendu Thomas dans le salon jurer parce que la télévision avait dû s'éteindre ou se bloquer. J'ai souri. Un petit sourire, contenu. La guerre silencieuse avait commencé. Je n'avais pas besoin de crier, j'avais le pouvoir de l'infrastructure. Il vivait dans mon monde sous mes règles, financé par ma sueur. J'étais sur le point d'éteindre les appareils qui maintenaient cette vie artificielle en fonctionnement. Demain, l'huissier arriverait, mais aujourd'hui, Thomas allait découvrir que le vieux inutile contrôle le routeur, le garde-manger et la facture d'électricité, et que l'infirmier Marcel vient de décréter la fin des heures de visite. Je me suis réveillé avec la légèreté de celui qui a enlevé une tonne de ses épaules, même si le poids physique de l'âge était toujours dans mes os. Le soleil entrait timidement par la fente du rideau, illuminant la poussière qui dansait dans l'air. Autrefois, cette poussière m'aurait fait sauter du lit pour prendre le plumeau, inquiet des allergies de Thomas. Aujourd'hui, je l'ai regardée et je l'ai trouvée belle. Leur saleté n'était plus mon problème. Je me suis levé et j'ai accompli mon rituel. Je me suis lavé le visage, j'ai passé ma crème à l'arnica sur les genoux et j'ai enfilé ma robe de chambre. Je suis allé à la cuisine. Le silence de la maison était différent. Ce n'était pas ce silence de paix, mais le calme qui précède la tempête. J'ai regardé le routeur Internet, clignotant avec une lumière orange insistante. J'ai souri. J'avais changé le mot de passe via l'application du portable avant de dormir. Le nouveau mot de passe était « Travail dignifie 1950 ». Je doutais que Thomas, avec toute son intelligence de rue, devine ça. J'ai préparé mon café. Cette fois, j'ai fait seulement 2 tasses dans la petite cafetière, la mesure exacte pour moi. L'odeur du café fraîchement passé a envahi la cuisine, cet arôme de confort qui vous embrasse de l'intérieur. J'ai coupé une tranche épaisse de melon. J'ai retiré les graines avec un calme chirurgical et je me suis assis pour manger. Il était 10 heures du matin quand le premier signe de vie ou de plainte est apparu. J'ai entendu la porte de sa chambre s'ouvrir avec force et les pas lourds de Thomas dans le couloir. Il est venu en se grattant le ventre, le visage froissé de quelqu'un qui a trop dormi et peu rêvé. « Papa !» a-t-il crié avant même d'arriver à la cuisine. « T'as touché au modem, l'Internet se connecte même pas. » J'ai continué à mâcher mon melon, savourant le sucre du fruit. Je ne l'ai pas regardé. « Bonjour à toi aussi, Thomas, » ai-je répondu sans lever les yeux de ma tasse. « Qu'est-ce qui s'est passé ? L'Internet est tombé, il a pris son portable et l'a agité devant moi comme si j'étais un enfant qui ne comprend pas l'évident. J'essaie d'entrer dans le jeu en ligne depuis une demi-heure. Redémarre-le pour moi. » Ah, mon fils. Je me suis essuyé la bouche avec la serviette en papier. J'ai appelé l'opérateur hier. Il semble qu'il y ait eu un problème dans le câblage de la rue. Ils ont dit que c'était de la maintenance. Tu sais comment c'est, non? Les trucs modernes cassent facilement. De la maintenance? Mais la 4G de mon portable aussi. Merde, parce que le forfait de données est fini. C'est l'enfer. Il a donné un coup de pied dans le pied de la table. Le café dans ma tasse a tremblé, mais ne s'est pas renversé. Eh bien, la vie a de ces choses. Je me suis levé, j'ai pris ma vaisselle et je l'ai emmenée à l'évier. Profite que t'es sans Internet et va faire un tour. La journée est belle. Qui sait, peut-être qu'une opportunité d'emploi va apparaître. Il a soufflé un son animal et est allé au réfrigérateur. Il a ouvert la porte et est resté planté là, regardant le vide illuminé par la lumière froide. Les étagères étaient désolées. Il n'y avait que mes médicaments, une bouteille d'eau, des œufs et des légumes. Les charcuteries, les yaourts chers, les bières artisanales, tout avait disparu ou été consommé et non remplacé. Où est le jambon? Où est le fromage frais? Il a claqué la porte du frigo. T'es pas allé au marché hier? Non, ai-je répondu en commençant à laver ma tasse avec un calme que je ne savais pas avoir. La retraite n'est pas encore tombée, Thomas, et l'argent que j'avais est fini. Tu sais comment c'est?
La facture d'électricité est venue très élevée ce mois-ci. J'ai dû choisir entre payer l'électricité ou acheter du jambon de Bayonne. J'ai choisi l'électricité pour que tu ne sois pas dans le noir. Il m'a regardé avec un mélange de colère et de méfiance. Pour la première fois, son regard n'a pas trouvé le père soumis, mais un mur de béton. Il ne savait pas comment escalader ce mur. Et moi? Je sais rien de ça. Thomas est adulte, Thomas. Il sait que l'argent ne pousse pas sur les arbres, même si vous agissez comme si des billets de 50 € poussaient dans le jardin. Il est sorti de la cuisine en marmonnant des jurons à voix basse, est retourné dans sa chambre et a claqué la porte. Je suis retourné sourire. C'était le premier round et j'avais gagné par knockout technique sans lever le petit doigt. La matinée s'est traînée dans une tension délicieuse. Je suis allé à la buanderie. J'ai séparé mes vêtements, les chemises de nuit, les chemises en coton, les chaussettes de compression. J'ai tout mis dans la machine. Dans le panier à côté, ces vêtements débordaient. Maillot de foot en sueur, jeans lourds, sous-vêtements que moi, par honte pour les autres, j'ai toujours lavé et plié. Aujourd'hui, non. J'ai laissé son panier exactement là où il était. L'odeur de sueur aigre commençait à monter. J'ai fermé le couvercle de la machine avec mes vêtements, j'ai mis le savon et j'ai appuyé sur le bouton. Le bruit rythmique du lavage était de la musique pour mes oreilles. Vers midi, l'odeur d'ail frit dans le beurre a envahi la maison. Je préparais un steak aux oignons. J'ai acheté seulement 2 steaks chez le boucher du coin, en cachette pendant qu'il dormait. Je les ai assaisonnés avec du cumin, du poivre noir et beaucoup d'amour pour moi-même. J'ai fait du riz blanc bien détaché et une salade de tomates. J'ai servi mon assiette et je me suis assis à table. Thomas est apparu dans le salon, attiré par l'odeur comme un requin sent le sang dans l'eau. « Enfin », a-t-il dit en se frottant les mains, « je crève de faim. » Il est allé au fourneau et a soulevé le couvercle de la casserole. Le silence qui a suivi a été absolu. « Y a que du riz ?» Sa voix est sortie aiguë. « Où est la viande ?»« Elle est là dans mon assiette, Thomas, » ai-je répondu en coupant un morceau succulent du steak. « Comme je l'ai dit, l'argent est serré. J'ai acheté le suffisant pour moi. Je pensais que toi, comme homme de la maison, tu aurais déjà prévu le déjeuner de la famille. Tu te fous de ma gueule. » Il est venu jusqu'à la table, le visage rouge, les veines du cou saillantes. « Tu me refuses la bouffe maintenant ?» J'ai posé ma fourchette dans l'assiette avec douceur. J'ai regardé au fond de ses yeux. « Je ne te refuse rien, mon fils. J'ai juste arrêté d'offrir ce qui n'est pas mon obligation. Tu te souviens de ce que tu as dit ? Ici, ce n'est pas un hôtel. Dans un hôtel, la nourriture est incluse dans la nuitée. Ici, chacun s'occupe de sa subsistance. Si tu veux du steak, Thomas, achète de la viande. Le gaz et l'huile, je les prête, par charité. » Il a ouvert la bouche pour crier, mais quelque chose dans ma posture l'a bloqué. C'était peut-être le couteau de table que je tenais avec fermeté, ou peut-être la froideur dans mon regard, si différente du grand-père larmoyant d'il y a 2 jours. Il a reculé. « Tu vas voir quand ? Tu vas voir. » Il a pris les clés de sa voiture et est sorti en claquant la porte d'entrée avec tellement de force que le cadre de Jésus au mur est resté de travers. J'ai mangé mon steak en paix. Il était délicieux. À 17 h, mon portable a sonné. C'était Thomas. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Je devais entraîner son anxiété. « Papa !» Sa voix était tremblante, au bord de la panique. « Papa, il s'est passé quelque chose avec la carte ?»« Allô, mon fils, tout va bien? Comment va le travail? La recherche d'emploi ?»« Papa, laisse tomber ça. Je suis à la caisse du supermarché avec 2 sacs et la carte n'est pas passée. Transaction non autorisée. J'ai essayé 3 fois. Quelle honte, papa. Il y a une file derrière moi. Ah, Thomas, j'ai fait ma meilleure voix de monsieur confus. C'est cette carte supplémentaire que je t'ai donnée? Bien sûr que oui. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as oublié de payer la facture? Non, mon fils, je l'ai annulée. Il y a eu un silence de l'autre côté de la ligne, coupé seulement par le bip-bip des caisses du marché en fond. Annulée? Comment ça annulée? Et comment je vais payer les courses? Il y a ton dîner. Il y a les trucs d'hygiène. Thomas, mon cher, j'ai interrompu, gardant la voix douce mais ferme comme un roc. J'ai fait les comptes hier soir. Cette carte avait des intérêts très élevés. Ça ne valait plus le coup.
Et comme tu es jeune et en bonne santé, j'ai pensé que tu n'aurais plus besoin de l'argent de poche de papa. De l'argent de poche, papa? J'utilise pour la maison. La maison de qui, mon fils? Parce que dans ma maison, j'achète ce que je mange. Ce que tu achètes, c'est pour ton luxe à toi. Papa, tu vas pas bien. Tu as peut-être un problème. C'est le médicament pour la tension? J'ai respiré profondément. La douleur d'entendre mon propre fils penser que je suis fou, juste parce que j'ai arrêté d'être un paillasson, était aiguë, mais nécessaire. C'était la douleur du bistouri qui ouvre l'abcès. Je vais très bien, Thomas. Mieux que je ne l'ai été ces 3 dernières années. Laisse les courses là et rentre à la maison. On a des choses à discuter. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Le cœur battait un peu plus vite, mais ce n'était pas de la peur, c'était de l'adrénaline. L'infirmier était prêt pour la chirurgie d'urgence. Quand Thomas est arrivé, 1 heure plus tard, le climat dans le salon était si lourd que si on avait allumé une allumette, l'air aurait explosé. J'étais assis dans mon fauteuil, lisant un vieux livre, feignant la tranquillité. Thomas est entré, les yeux rouges, probablement d'avoir pleuré dans le métro, puisqu'il n'avait pas d'argent pour le taxi. Il a jeté son sac sur le canapé. « Papa, on doit parler sérieusement », a-t-il commencé. « Ça peut pas continuer. Je suis humilié. J'ai eu honte au marché. Tu peux pas me faire ça. » J'ai fermé le livre lentement. J'ai marqué la page. J'ai enlevé mes lunettes de lecture. Je ne peux pas faire quoi, Thomas? Arrêter de payer les factures d'un adulte? Arrêter de cuisiner pour quelqu'un qui m'ordonne de me lever et qui me traite d'inutile? J'étais nerveux, papa, a-t-il défendu comme toujours. C'était un moment. Maintenant tu vas nous punir? Couper l'Internet. C'est de la cruauté. Cruauté. Je me suis levé. La douleur au genou est venue, mais je l'ai ignorée. Je me suis mis debout, le regardant. La cruauté, c'est d'entendre que je suis un poids mort dans la maison que j'ai construite avec 40 ans de garde de nuit. La cruauté, c'est de voir mon fils rester silencieux pendant qu'on me manque de respect. Je suis pas resté silencieux. Thomas a menti, mais sa voix a failli. Tu l'as fait, et le silence est la pire des approbations, Thomas. Thomas s'est levé, essayant de se grandir face à moi. Il utilisait la hauteur comme une arme, mais il avait oublié que j'avais géré des psychotiques en crise qui étaient beaucoup plus grands que lui. Écoute, papa, tu deviens trop têtu à mon goût. Si tu veux la guerre, tu vas l'avoir. Je vais appeler un avocat et je vais prouver que t'es sénile, incapable de gérer ton propre argent. Je vais demander ta mise sous tutelle. Il a pointé son doigt vers mon visage. Là, je veux voir qui va commander dans cette maison. J'ai souri. Un sourire froid qui n'a pas atteint mes yeux. Mise sous tutelle. Intéressant que tu mentionnes les avocats, Thomas. À ce moment précis, la sonnette a retenti. Le son a résonné dans le salon tendu. Qui sait maintenant? Thomas a pesté. Ça doit être la pizza que j'ai commandée en débit sur l'appli du voisin. Il est allé à la porte marchant lourdement, s'attendant à trouver un livreur. Il a ouvert la porte avec violence, mais ce n'était pas une pizza. C'était un homme petit, avec des lunettes, une planchette à la main et un sac en cuir en bandoulière. Un huissier de justice. Je connaissais le type. J'avais déjà reçu beaucoup de convocations à l'hôpital pour témoigner sur des patients. « Bonsoir », a dit l'homme avec cette voix neutre de quelqu'un qui veut juste remettre le papier et partir. « Monsieur Thomas Dubois ?» Thomas a froncé les sourcils, confus. « C'est moi. Qu'est-ce que c'est? Une amende ?» Mise en demeure de libération de logement et révocation de prêt à usage verbal, a dit l'homme en tendant une enveloppe Kraft épaisse. Signez ici, s'il vous plaît. Le temps s'est arrêté. J'ai vu la couleur disparaître du visage de Thomas. Il a regardé le papier, puis l'homme, et finalement a tourné la tête lentement vers moi. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» a-t-il murmuré. J'ai marché jusqu'à eux. J'ai pris le stylo de la main de l'huissier qui regardait la scène avec un ennui professionnel. « Signe !» ai-je ordonné. C'est juste la formalisation de notre nouvelle réalité. Thomas a signé avec la main tremblante, gribouillant le papier avec colère. L'huissier a détaché les exemplaires, a remis l'enveloppe et est parti, laissant derrière lui l'odeur d'ozone d'une bombe qui venait d'exploser. Thomas a déchiré l'enveloppe là, dans l'entrée.
Ses yeux couraient sur les lignes juridiques, des mots comme délai non renouvelable, 30 jours, usage abusif, ingratitude. Tu m'expulses? Il a bégayé. L'arrogance avait évaporé, laissant place à une peur sincère. 30 jours? Où je vais aller? Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu en retournant à mon fauteuil et en reprenant mon livre. Je suggère que tu utilises l'Internet du voisin pour chercher une location. J'ai entendu dire que les studios en banlieue ont de bons prix. Papa, Thomas est tombé à genoux sur le tapis. Tu peux pas faire ça. Je suis ton fils. C'est exactement parce que tu es mon fils, Thomas, que je fais ça. Je l'ai regardé avec une tristesse profonde, mais sans reculer d'un millimètre. Je te donne la chance d'apprendre à marcher avec tes propres jambes, puisque les miennes sont fatiguées de vous porter sur le dos. Ça va pas rester comme ça. Thomas a crié en froissant le papier. J'ai des droits. Je vis ici depuis 3 ans. Tu avais un père généreux, Thomas. J'ai corrigé avec la voix calme de celui qui dicte le décès. Maintenant, tu as un propriétaire énervé et un avocat très compétent. Me Leclerc t'envoie ses amitiés et a dit de te prévenir que si tu ne sors pas dans 30 jours, la prochaine notification ne vient pas de l'huissier. Elle vient du juge et elle est accompagnée de la police. Il est resté là, planté dans le salon avec les papiers à la main, comme un enfant perdu à l'aéroport. La réalité tombait. Le vieux inutile ne savait pas seulement se lever pour prendre de l'eau. Il savait se lever pour faire tomber leur monde. Je suis retourné ouvrir mon livre, bien que les lettres dansent un peu devant moi à cause de l'émotion contenue. Ah, et avant que j'oublie, ai-je dit, sans lever les yeux de la page, demain je vais changer la serrure de la porte d'en bas. Si tu sors, n'oublie pas la nouvelle clé, mais je vais en donner qu'une copie. Le silence qui a régné dans le salon après ça a été le son le plus beau que j'ai entendu depuis des années. C'était le son du respect, imposé par la force, puisqu'il n'avait pas été donné par amour. L'exécution silencieuse était complète. Maintenant, il restait à voir s'il aurait la dignité de sortir en marchant ou s'il faudrait le traîner. De toute façon, ma maison redeviendrait mienne, même si c'était la dernière chose que je faisais dans cette vie. Les jours qui ont suivi la visite de l'huissier n'ont pas été de cris, comme je l'imaginais, mais d'un silence marécageux, de ceux qu'on ressent quand on entre dans une aile d'isolement. La maison, autrefois scène de l'arrogance de Thomas, s'est transformée en un champ de mines où personne ne savait où marcher. Le premier changement concret a été physique. Sans ma femme de ménage, que j'ai temporairement licenciée, disant que je voyagerais juste pour couper ce luxe en plus pour lui, la saleté a commencé à apparaître. Pas la mienne, bien sûr. Ma chambre, ma salle de bain et la cuisine, juste après mon utilisation, restaient impeccables. Mais le salon, la salle de bain sociale, sa chambre ont commencé à accumuler la croûte de la réalité. Verres oubliés, papier de bonbons, serviettes humides jetées sur le canapé neuf. Je voyais Thomas marcher dans la maison comme un animal en cage, sans Internet pour les jeux, sans télévision par câble pour le foot et sans argent pour la bière artisanale. Il a été obligé de faire face à l'ennui et à sa propre insignifiance. Il essayait d'utiliser les données mobiles du portable, mais le signal ici, dans l'appartement avec ses murs épais d'immeubles anciens, est horrible. Je le voyais sur le balcon, tendant le bras vers le ciel comme s'il essayait de pêcher un signal divin, suant dans cette chaleur de mars, pendant que je lisais mes livres dans la fraîcheur de mon ventilateur de plafond silencieux. 3 mois se sont écoulés. L'appartement était magnifique, plein de plantes qui maintenant prospéraient, parce qu'il n'y avait personne pour oublier la fenêtre fermée dans la chaleur. Mon compte bancaire, sans le drain constant des dépenses de Thomas, est redevenu dodu. L'argent de l'investissement continuait là, rapportant intouchable. C'était un dimanche après-midi que le téléphone a sonné. C'était Thomas. « Salut, papa !» Sa voix était différente, plus ferme, moins infantile. « Salut, mon fils, comment vont les choses ?»« Ça va. J'ai trouvé un boulot, papa, dans un magasin de pièces détachées automobiles. C'est loin, je prends 2 métros, j'arrive crevé. Le salaire n'est pas terrible, mais c'est le mien. » J'ai souri. Un sourire sincère de fierté. « C'est bien, Thomas. Le travail dignifie. »« Papa !» Il a hésité. « Je voulais te demander de l'argent la semaine dernière pour réparer ma voiture. Je me suis dit, non,
Mon père n'est pas une banque, et si tu veux rouler en voiture, répare-la avec ta sueur. J'ai été en colère, j'ai dormi sur le canapé, mais le lendemain, je suis allé travailler en métro. Tu deviens un homme responsable, Thomas. J'ai appris de qui, non? Il a ri, un rire court et ému. Papa, pardon pour tout, pour avoir été faible, pour t'avoir laissé me traiter comme ça. J'avais besoin de ce choc. Tu as sauvé ma dignité. J'ai juste donné la poussée, mon fils. Voler, c'est à toi de le faire. J'ai raccroché le téléphone, sentant une paix que je ne connaissais pas. La leçon avait été dure, amère comme de la dipyrone en gouttes, mais elle a guéri la fièvre. Il grandissait, souffrait oui, mais grandissait. La vie est faite de callosité, pas de coussins de velours. Je me suis levé du fauteuil et je suis allé à la cuisine. La lumière du coucher de soleil entrait dorée par la fenêtre, illuminant le sol propre. J'ai ouvert le réfrigérateur. Il était plein de choses que j'aime. Yaourt aux prunes, fromage blanc frais, jus de raisin intégral. Pas de bière, pas de reste de pizza. J'ai pris ma bouteille d'eau en verre, celle belle que j'ai achetée dans un magasin de décoration juste pour moi. J'ai rempli un verre en cristal. L'eau était glacée, cristalline, pure. Je suis allé sur le balcon et je me suis assis face à la Seine. Le ciel était peint d'orange et de violet. Un bateau passait là-bas à l'horizon, petit face à l'immensité du fleuve. J'ai pensé à voyager. Me Leclerc m'avait parlé d'une excursion au Portugal en septembre, juste pour les seniors. Tourisme senior, ils appellent ça. Avant, je dirais que je ne pouvais pas laisser la maison seule, que Thomas avait besoin de moi. Maintenant, je planifiais déjà quelle chemise emporter. Je veux voir le Tage. Je veux boire du vin de Porto. Je veux dépenser mon argent pour moi, parce que le cercueil n'a pas de tiroir. Et la vie est un souffle qu'on ne peut pas gaspiller à servir ceux qui ont des bras pour se servir eux-mêmes. J'ai regardé le verre dans ma main, les gouttelettes de condensation coulaient sur le verre. Je me suis souvenu de cette nuit du cri, de l'humiliation. Lève-toi et prends-la toi-même, vieux inutile. Ce cri n'a pas été la fin, ça a été le début. Ça a été le réveil qui a sonné fort dans une vie qui dormait. Je remercie d'une certaine façon Thomas. Sa grossièreté m'a redonné à moi-même. J'ai porté le verre à mes lèvres et j'ai bu. L'eau est descendue rafraîchissante, hydratant chaque cellule de mon corps, lavant les dernières rancœurs. Jamais une eau n'avait eu un goût si bon. Le goût de la liberté, de l'autonomie, de la justice, faite de mes propres mains. Je suis Marcel, 74 ans, infirmier, propriétaire, voyageur et homme. Inutile. Seulement pour ceux qui ne savent pas le poids que ces mains peuvent porter et la force qu'elles ont pour ouvrir des portes, et aussi pour les fermer. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Les Conseils de Papy, mettez un like et dites-moi en commentaire de quelle ville de France vous nous regardez. Votre soutien fait toute la différence. À bientôt pour une nouvelle histoire qui, j'espère, vous inspirera autant. J'ai posé le verre vide sur la table à côté. La Seine continuait à couler en bas, éternelle, forte, infatigable, tout comme moi. Demain, j'ai une permanence de prise de tension dans la résidence à 8 heures. Et après, je vais aux Galeries Lafayette acheter une nouvelle valise, une bien grande. La soif que j'avais a été étanchée. Maintenant, ce que j'ai, c'est faim de vivre.